Bienvenue sur La Familia, un podcast créé pour briser ensemble des tabous sur des sujets quotidiens pour décomplexer, se sentir libre et éveillé. Je suis Marion et pour ce nouvel épisode de podcast, je suis très heureuse d'accueillir Marie Cao. Marie est interprète en langue des signes et autrice du Grand Guide des signes avec bébé, mais également de Mes histoires signées pour les petits. Elle partage également sa vie de famille et son univers poétique et multicolore sur son compte Instagram Little Bunbao. Aujourd'hui, Marie est avec nous pour parler de sa vie de maman, de ses choix et de ses 2 petites filles, mais également de son parcours semé d'embûches parfois. Bonjour Marie, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Marion, je vais me présenter, je suis Marie Cao. Sur les réseaux sociaux, on me trouve sous le nom de Little Bunbao. Je suis autrice dans la parentalité, je suis formatrice en bébé signe et je suis professionnelle bilingue français langue des signes diplômée, maman de 2 enfants, de 2 petites filles qui ont 1 an et demi et 4 ans. Et je tiens à te dire merci Marie pour ton livre sur les signes des bébés, puisqu'il m'a sauvée de nombreuses crises. Grâce à toi, ma fille a commencé à signer autour de 9 mois. Donc sur des signes assez simples, sur du encore, sur du maman, j'ai peur, allume la lumière, enfin des choses comme ça. Donc des choses très simples de la vie, mais qui peuvent finalement sauver et désamorcer des crises. Je me pose la question, parce que ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'on se connaît, qu'on se suit, Marie. Comment est-ce que tu en es venue à parler de parentalité, maternité sur ton compte Instagram et le mêler au langage des signes ? Quelle est ton histoire finalement ? Alors mon histoire, c'est que je crée un compte Instagram à la naissance de ma fille, de Bao. Je veux pas polluer mes potes avec qui je fais du skate, je bois des bières et je sors en festival avec des photos de bébé parce que ma fille est merveilleusement belle et j'ai envie de la mettre en image parce que je fais beaucoup de photographies et de vidéos. Donc je crée quelque chose, ce compte-là pour parler tout simplement de maternité et suivre des mamans dans le même type de maternité que moi, c'est-à-dire dans le maternage proximal. J'allaite ma fille. On n'est pas beaucoup à cette époque-là. Enfin, je pense qu'on est beaucoup à allaiter, mais très peu à le montrer ou à en parler. Donc j'ai besoin d'avoir des repères, d'autres mamans qui allaitent, d'autres mamans qui portent parce que je fais du portage également, et d'autres mamans qui signent avec leur bébé. Donc dans cette parentalité là, il y a une petite sphère sur Instagram, donc je suis avec ce petit compte là et donc je suis ces mamans qui sont aujourd'hui devenues des mamans très connues comme Amélie, Tiganette et Lalotte, Charlotte, qui sont pour moi des rayons de soleil dans ma maternité. Et puis, et ce qui se passe quand le compte explose, comment mon compte Instagram s'est mis à exploser, c'est je suis dans un groupe de mamans depuis la grossesse de Bao, donc ma fille, et on est, je crois, une petite centaine de mamans. On se suivait sur une application de mamans, on était toutes au même terme, on s'encourageait, et puis voilà. Et ce groupe-là, après la naissance de nos enfants, me demande: est-ce que Marie, tu pourrais nous faire une vidéo pour nous apprendre des signes pour les bébés, parce que tu es encore interprète en langue des signes. À ce moment-là, je suis interprète en langue des signes dans le scolaire auprès d'enfants sourds. Et donc je leur fais une vidéo que je mets sur YouTube en lien privé, où je donne plein de signes de manière très punchy, enfin comme je suis. Et je leur partage le lien, donc elles sont une petite centaine. Et là, je crois en 24 heures, on voit avec James le nombre de vues qui a explosé sur YouTube. En fait, les mamans se le sont passées de maman en maman, elles se le sont toutes envoyées. Et on hallucine en fait du nombre de vues. Et James me dit: mets la vidéo en public. J'ai fait: t'es sûr? Il me dit: oui, balance la vidéo. Alors on est sur YouTube, hein. Il me dit: mets-la en public. Donc je balance la vidéo en public et là ça explose. Parce qu'on arrive à un moment donné où les signes pour les bébés sont en train d'émerger quand même pas mal en France. Et il y a une véritable demande, notamment de signes, de vrais signes de la langue des signes, et non pas des signes inventés, comme on pouvait le trouver un petit peu à ce moment-là. Et donc là, ça explose et ça nous dépasse un petit peu. Et Little Bunbao se lance finalement sur les réseaux sociaux
dans le partage des signes pour les bébés. C'est génial parce qu'avant, tu faisais pas du tout la même chose. T'étais pas Pas focus du tout. maternité, parentalité, bébé. Alors, tu signais, tu faisais quoi avant? Alors avant, j'étais interprète en langue des signes dans le scolaire. J'accompagnais des enfants sourds, mais des enfants grands, hein, qui avaient de 18 jusqu'à, on va dire, 14. On avait cette fourchette-là. J'ai beaucoup travaillé aussi avec les enfants. J'ai été nounou de jumeaux pendant 3 ans, qui ont été comme mes enfants. J'ai été nounou surtout presque toute ma vie. Je crois que je commence à 14 ans à être nounou. Et je continue malgré mes études. C'est vraiment... les enfants m'ont toujours portée. Et donc oui, il y a toujours ce lien avec l'enfant, mais la maternité, c'était pas, je m'étais pas investie là-dedans. Mais dans les enfants, oui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la maternité te porte, enfin, dans tous tes sujets. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le contexte de ta maternité au sens large? C'est que tu as une histoire assez forte et qui peut porter aussi des futures mamans, des mamans ou des gens qui se projettent dans une PMA, par exemple, ou dans des difficultés de grossesse. Alors, ma maternité, elle commence un peu mal. Elle est très compliquée au tout départ. On a un petit bébé avec James. Alors, l'histoire, on va la raconter depuis le départ. On a été face au deuil périnatal. On se rencontre avec James et au bout de 6 mois, par accident, je tombe enceinte. C'était pas prévu. Et James me regarde et il me dit, quand tu me l'as annoncé, j'ai ressenti de la joie. Donc, je dis, moi aussi, go. Go parce que c'est le bon. Go parce que c'est tout simplement c'est le bon et c'est la première fois de ma vie où je ressens ça. C'est la première fois de ma vie où je tombe enceinte aussi. Et donc on garde ce bébé, mais dès le départ, je sens que quelque chose ne va pas. Je le sens pas. Il y a une crainte que ce bébé n'aille pas bien, mais vraiment très puissante. Et ça ne loupe pas. Au 4e mois, on apprend une cardiopathie et puis s'ensuit tout un processus de très, très compliqué, d'attente, etc., qui aboutira à une interruption médicale de grossesse. Donc, on met au monde cette petite fille et puis on doit l'enterrer et c'est pas simple. Et ma maternité commence comme ça. Ma maternité commence finalement avec quelque chose de très dur, dont il a fallu se relever. Et donc forcément, quand je tombe enceinte de Bao, que je porte la vie, que je sens la vie, qu'elle vient au monde, que je l'ai dans mes bras, je savoure chaque instant de ce bonheur-là, chaque instant. Et j'ai voulu tout vivre. J'ai voulu véritablement tout vivre. Au départ, pour ma toute première grossesse, donc celle de June, ma petite fille s'appelle June, ma toute première fille s'appelle June. Je voulais pas allaiter. Moi, je voulais un bébé. On allait beaucoup le mettre chez ma mère, ce bébé. On n'allait pas arrêter de vivre. On allait continuer à voyager. Voilà, le bébé n'allait pas être un obstacle. Et puis, après coup, on se rend compte que voilà, un bébé vient tout changer. Et donc pour Bao, j'ai envie de tout tester. L'allaitement, le portage, tout. J'ai juste envie de tester. Je sais pas sur quoi je vais m'arrêter, mais j'ai envie de le vivre. Parce que c'est une chance de pouvoir porter la vie, c'est une chance de pouvoir élever un enfant, l'aimer, le tenir. Et donc j'ai envie de le vivre à 100%. Comme finalement, quand on voyage dans un pays qu'on connaît pas, on a envie de tout voir, tout découvrir. On aimera des choses, on en aimera moins, mais on a envie de savourer à 100% ce qu'on vit. Et là, ça a été vraiment ça dans ma maternité. C'est génial ce que tu racontes. On en a beaucoup discuté, mais j'ai vécu un petit peu le même traumatisme que toi. Alors moi, dans le cadre d'une PMA, on a perdu un bébé assez tard dans la grossesse aussi. Comment est-ce que toi tu l'as vécu? Comment est-ce que tu as vécu ce deuil? Parce qu'on le vit finalement dans mon entourage en tout cas et de mon expérience, j'ai l'impression qu'on le vit toutes différemment, avec plus ou moins de difficultés, avec des retours d'expérience, des réactions plus ou moins différentes aussi. Comment ça s'est passé de ton côté? Alors de mon côté, moi je l'ai très mal vécu. Ça a été une véritable descente aux enfers. On a été absolument pas accompagnés par les grands hôpitaux parisiens qui sont, je pense, débordés et dont les psychologues n'avaient pas le temps de recevoir une maman à qui on vient d'annoncer un diagnostic très pessimiste et l'annonce d'une potentielle grossesse arrêtée. Donc je m'effondre, mais j'ai la chance d'avoir déjà un conjoint
qui est là. Donc James, pourtant, ça fait 6 mois, hein, on se connaît depuis très peu de temps. Mais James est là à 100%. Il me porte, il me tient, il me sauve. Et mes amis qui sont là comme des frangins, comme des frangines, et qui viennent avec moi au rendez-vous les pires, les moments où on nous annonce les pires choses. Il y a James avec moi, mais j'ai aussi tous mes potes qui me tiennent la main. On est tous ensemble. Et mes parents qui ont ici été là derrière moi, en pilier pour me garder debout. Mais ça a été très compliqué d'avancer. Ça a été moi qui ai pris le plus de coups finalement. Parce qu'on n'est pas accompagné. Je sais pas si toi t'avais été accompagné. Non. En fait, le ressenti que j'ai, c'est que pendant la grossesse, effectivement, t'es vachement suivi. Et puis, même si tu le ressens, tu vois, tu disais tout à l'heure, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait mal se passer. C'était mon cas aussi, même si parfois tu peux te voiler la face en disant, bon, je sens que ça va mal se passer, mais c'est impossible, ça peut pas m'arriver à moi. Et puis après, tu te fais tout un tas d'idées, de stats. Enfin bref, moi, je suis passée par plusieurs états. Et c'est vrai que quand la grossesse s'arrête, effectivement, nous en tant que on porte la vie et puis on la porte plus et puis on a l'impression, enfin pour ma part j'avais l'impression d'être un cercueil, hein, clairement, et surtout physiquement c'est à toi de faire la démarche d'arrêter cette grossesse. Et pour arrêter cette grossesse tu vas dans une maternité où en général tu donnes la vie. Et donc autour de toi effectivement t'as des mamans qui sont en train d'accoucher, t'entends des bébés crier, t'entends des bébés pleins de vie, et en fait toi tu y vas pour arrêter tout ça. Et quand ça s'arrête, moi j'ai eu le sentiment, tu vois, d'être totalement vide et de plus intéressée, enfin d'être sortie dans l'intérêt, on va dire, de la grossesse classique. Mais le vide, il était aussi dans ton corps, mais dans ton esprit. Et puis c'est comme si tout ça n'avait jamais existé en fait. Et on n'a pas eu d'accompagnement psychologique. C'est terrible qu'on nous fasse aussi nous sentir comme ça, qu'on soit géré aussi de cette manière-là. C'est que ça soit pour une IVG, pour une interruption médicale de grossesse, on ne devrait pas être confronté à ces mamans qui portent la vie, qui sont dans un tout autre mood parce que c'est d'une violence sans nom, que ça soit une IVG que on a choisie, avec laquelle on est en phase. Il y a quand même une souffrance de la maman, il y a une conscience, enfin voilà, voilà, et que ça, autour des interruptions médicales de grossesse ou de tout ce qui va se passer dans le deuil périnatal, on devrait pas être les unes face aux autres, parce que déjà les mamans qui portent la vie ne devraient pas non plus être confrontées à des mamans qui la perdent, et vice versa. Et en termes d'accompagnement, je ne peux que te dire qu'on est très mal accompagné, parce que j'ai même eu moi la psychologue de l'hôpital en question qui m'a dit désolé, on va pas pouvoir vous garder. Donc je crois que c'était la deuxième séance que j'ai eu une première séance avec la psychologue juste après avoir accouché, et juste donc rentrer chez moi le ventre vide, et une séance je crois 3-4 jours après, donc elle me fait venir et elle me dit désolé, nous on va pas pouvoir vous garder, hein, on est un hôpital mère-enfant, hein, vous n'êtes plus mère. Oui, alors que toi, j'imagine que La tu t'es sentie gifle. quand même mère avec June, parce que tu l'as porté ce bébé. Complètement. On est mère, en fait, c'est un processus. Du moment où on porte la vie, on devient mère, et on est mère de ces enfants qui sont restés là très peu de temps, voire toute la grossesse, peu importe. On est mère d'eux. Ils nous ont donné cette vie. On est devenu maman. Mais ça, c'est très compliqué face à une société qui le refuse. C'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir dire je suis maman. Je suis maman d'un enfant qui n'est plus là, mais je suis mère. Et c'est important de reconnaître ce statut de maman, de toutes ces mamans, pour les accompagner, parce qu'elles sont mères. Non, mais c'est clair. Et d'autant plus, alors toi, tu as perdu June avant la crise Covid, hein, j'imagine. Oui. Moi, je l'ai perdu en pleine crise Covid, donc c'était il y a quelques mois déjà. Et en fait, l'accompagnement était de zéro. Tu vois, on n'a pas eu d'accompagnement psychologique. Surtout que nous, on sortait d'un process PMA très lourd. J'ai de l'endométriose depuis des années, comme toi hein, aussi. Oui. Mais avec une insuffisance ovarienne précoce, une double infertilité liée à mon mari aussi. Donc nous, on a déjà eu notre première fille Rose via un parcours PMA assez lourd, et cette deuxième grossesse intervient suite à une deuxième PMA.
tu vois. Donc Ouais. le parcours est médicalisé de bout en bout, et quand il s'arrête, je sais pas comment toi tu as vécu, tu as eu la phase de deuil, mais nous on avait aussi, on était aussi dans une course contre la montre en se disant on veut quand même ce deuxième bébé. Et puis de mon côté, j'ai eu pas mal de complications post fin de cette grossesse. J'ai eu ce qu'on appelle deux endométrites, donc des infections de l'utérus. Et à un moment donné, je me souviens être en face du médecin en lui disant, bah voilà, je dois me faire opérer une deuxième fois suite à cette endométrite. C'est pas grave si j'ai pas un deuxième enfant. Et là, j'ai craqué complètement. Et là, il m'a dit, non, madame, vous êtes là parce que vous voulez un deuxième enfant. Et le deuxième enfant, il est autant important que le premier. Donc ne laissez personne, parce que j'avais eu, tu vois, dans mon entourage, des avis divergents. En plus, tu as des avis à droite et à gauche et qui sont pas forcément aussi près de ton intimité, de ton couple et de ce que ce qu'on a envie de construire. Et il m'a dit à ce moment-là, un deuxième enfant, si vous le voulez, c'est aussi important que le premier. Ne laissez personne vous faire changer d'avis ou vous faire croire le contraire. En fait, il m'a mis une claque. Et à ce moment-là, je me suis dit, il a raison, je rêve de ce deuxième enfant. On a vécu énormément d'étapes, énormément de problèmes avec cette deuxième grossesse qui s'est mal passée, mais c'est la vie, on peut rien y faire de plus en fait. Hein. On a tout fait et on a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour que ça se passe bien. Ça s'est pas bien passé. On peut rien y faire. Par contre, on peut aller de l'avant. Donc de mon côté, très vite, on a voulu réenchaîner sur une PMA. Je sais pas comment toi tu l'as vécu. Est-ce que tu as voulu tout de suite euh, euh, pas combler ce vide, mais te dire, ok, c'est comme ça, je fais mon deuil, je vais vers une autre grossesse, ou est-ce que tu t'es dit, je prends un peu le temps, j'ai peur, j'ai des craintes, etc. Alors moi, j'ai voulu de suite, repartir sur une seconde grossesse, sauf que, c'était beaucoup trop tôt pour moi. Je vais m'effondrer, dans l'été qui suit, gravement. Je suis hospitalisée parce que ça va pas, parce que je vais très, très mal psychologiquement, au point d'avoir des idées noires, terribles et où là, il faut m'hospitaliser parce que je suis en danger de mort, tout simplement. Donc il y avait cette course contre la montre de vite vouloir un bébé parce que ça va, on veut continuer à porter la vie, même si le bébé qu'on portait c'était celui qu'on voulait. Hein. Oui, c'est clair. Quand on est enceinte et qu'on nous dit bah t'en auras d'autres, non sur le coup c'est celui-ci, c'est celui qu'on portait qu'on veut et c'est important d'accompagner les mamans là-dedans, pas éviter ce genre de phrases qui sont des petits coups de poignard dans le dos sans s'en rendre compte, mais vraiment d'accompagner sur l'enfant qu'elle est en train de porter, dont le cœur bat ou ne bat pas, peu importe, mais c'est cet enfant-là dont on fait le deuil. Mais on voulait, une fois qu'on avait enterré June, on a voulu très vite retomber enceinte. Enfin, j'ai voulu très vite retomber enceinte. Et donc, je n'ai pas pris de traitement. J'ai pas été accompagnée pour ma dépression postpartum parce que quand on perd un bébé, on a un risque encore plus maxé de faire une dépression postpartum. Mais ça, on me l'a pas expliqué non plus, hein, parce qu'il n'y a pas de psychologue finalement. Et pas de traitement parce que je ne souhaitais pas avoir de traitement et tomber enceinte sous tel traitement, que ça soit antidépresseur, anxiolytique. Et donc, bah, je dégringole, mais j'ai cet objectif de manière obsessionnelle, hein, obsessionnelle de retomber enceinte vite. Et je retombe enceinte au bout de 6 mois, mais c'est trop tôt. Je En le fait, sais. on s'oublie totalement. En fait, cette obsession, et Voilà. je l'ai vécu un peu comme toi, de te dire, je sais pas quel est le sentiment finalement que tu peux avoir, si c'est, en retombant enceinte, je vais retrouver ce bébé que j'ai perdu, ou juste le fait de vouloir avancer et sans vraiment s'écouter. Moi, tu vois, le fait que j'ai eu 2 endométrites, ça nous a mis en pause pendant 4 mois. Mais en fait, c'était 4 mois nécessaires. Peut-être que ton corps t'a protégé. Il t'a protégé le temps de faire une partie du deuil. C'est ce que je me dis aujourd'hui, c'est ce qu'on se dit avec mon mari, tu vois. On se dit, si on avait essayé un mois après, bah, peut-être que ça se serait très mal passé parce que bah, j'étais pas prête, in fine, tu vois. Et ça, tu t'en rends pas compte sur le coup. Ça peut devenir très obsessionnel. Oui, complètement. Et ce temps-là, il est important et je sais qu'il est terrible de se dire je me répare avant de repartir sur autre chose. Mais si des personnes qui nous écoutent, voilà, ça fait sens chez elles, prenez le temps de prendre soin de vous relever pour ensuite pouvoir vivre une prochaine grossesse de manière
plus apaisée et c'est important parce que moi la grossesse qui suit est compliquée. Ça a été très compliqué, beaucoup de contractions, des craintes de partout. J'avais peur d'attraper la grippe. On n'était pas du tout en mon période de Covid, hein, c'était bien avant. Euh, J'avais peur d'attraper la grippe, j'avais peur genre j'étais pas immunisée contre la toxo, alors la toxo était devenue mon ennemi numéro 1, mais genre de manière obsessionnelle. J'avais peur d'avoir un accident de voiture, j'avais peur de dormir du côté gauche sur celui où il faut pas dormir. Et donc j'ai dû être accompagnée vraiment par une psychologue périnatale pour venir m'aider dans tout ce qui me submergeait, tout ce deuil que j'avais pas fait pour pouvoir investir cette grossesse aussi. Mais voilà, il faut un temps pour vivre ce qu'on vient de vivre, qui est terrible et qui est un vrai coup de massue pour les parents. Après, de toute façon, l'angoisse et la crainte qu'on peut appeler sur les 3 premiers mois. C'est vrai que quand on vit un arrêt de grossesse, une fausse couche, etc., je pense on le prend de plein fouet pour la grossesse qui suit. Mais c'est vrai que c'est important de se faire accompagner autant par le bon médecin qui va donner des diagnostics scientifiques médicaux, on va dire, sur l'état de santé de la grossesse, mais aussi psychologiquement, tu vois. Toi, tu t'es fait vachement accompagner, moi, pas du tout. Et je me pose aujourd'hui la question de comment est-ce que je peux me faire accompagner au mieux pour préparer la 3e grossesse finalement en cours et faire venir au monde ce bébé dans les meilleures conditions. Euh, donc ouais, non, et c'est important aussi dans le couple, parce qu'on pense, là on parle beaucoup de la maman, mais c'est vrai que Oui. le conjoint souffre aussi beaucoup de ça et on oublie encore plus que ce que sont les mamans finalement. En plus, tu dis, Et ils s'oublient. Ils vraiment. s'oublient eux-mêmes. Mm. Ils s'oublient et toi tu disais ça faisait 6 mois que tu étais avec James, donc tu sentais que c'était quand même le bon, mais ça a solidifié, j'imagine, quand même le couple sur cette base-là. Donc c'est quand même très fort. Mais c'était ça passe ou ça casse. Hein. Là, je pense que c'est le test ultime, un peu le truc qui te dit, là, t'as des chances de le garder jusqu'à la fin de ta vie, cet homme-là. On a dépassé des choses que je pense beaucoup de couples, malheureusement, n'arrivent pas à dépasser parce que c'est terrible et parce que c'est très dur, ça pousse dans des retranchements difficiles et ce que je disais sur le papa qui ne s'autorise pas, qui s'autorise pas à aller mal parce qu'en fait ils ne se sentent pas légitimes d'être malheureux et tristes vu que la maman porte l'enfant, la mère porte le bébé, la mère est en première ligne et moi je sais que c'est quelque chose que James m'a dit, je peux pas être triste, je peux pas te montrer ça, j'ai pas le droit parce que toi t'es devant, tu prends tous les coups. Moi, je dois être derrière et être hyper fort. Je prends pas autant de coups que toi. Toi, tu portes la vie. C'est sur toi on m'a fait des biopsies, du trophoblast, on m'a fait des actes médicaux sur moi. C'est moi qui ai aussi accouché, etc. Donc il m'a dit, je peux pas. Il se sentait pas légitime en fait d'exprimer sa profonde tristesse alors qu'il était très triste et très blessé. Mais il se disait que son job à lui, c'était d'être fort, d'être solide pour me porter. C'était lui ma survie. Alors que moi, j'avais besoin de voir cette tristesse, qu'on pleure ensemble et qu'on le vive à 100% ensemble, de manière juste et égale. Et vu qu'il s'autorisait pas, c'était compliqué. On me disait, il aime pas ce bébé, il aime moins que moi, etc. Donc ça a créé des choses très compliquées qu'il a fallu régler. Mais ses papas vivent aussi des choses et ses conjointes vivent des choses assez compliquées tout autant. Non, c'est clair. Bon, on va parler de choses un peu plus positives. Comment est-ce que la naissance de Bao, du coup, ta 2e fille, a changé ta vie? Oh ben, elle m'a. Alors déjà, il y a tout le processus de grossesse où je suis accompagnée qui vient me faire découvrir la grossesse de manière très générale. J'ai la chance aussi d'être accompagnée par une doula qui est une amie que j'ai rencontrée au travers du skate beaucoup plus tôt dans ma vie, ça n'a rien à voir avec les bébés. Et je skate en fait avec son mari.
Donc et du coup je suis accompagnée par elle sur la grossesse de June aussi. Elle nous aide beaucoup pendant la grossesse de June. C'est un soleil pendant la noirceur, et elle nous accompagne sur la grossesse de Bao, et après il se meurt. Et sur la grossesse de Bao, elle me reconnecte à mon instinct de maman, à mon cœur de maman, comme elle dit. Elle est confiante, elle a le smile, elle m'éblouit, et pourtant on est à distance. Et du coup, elle m'aide beaucoup dans ce cheminement de la maternité. Et donc, je décide juste de vivre tout simplement ma grossesse à 100%. Et quand Bao arrive, c'est un sacré tsunami d'émotions. Autant pendant la grossesse, oui, on aime ce bébé, il y a plein de choses. Mais c'est vrai que quand on le rencontre, il y a une espèce de, surtout le premier, hein, je vais parler du premier, parce que le deuxième, c'est compliqué. Ce truc qui se met en place à la naissance, c'est très compliqué. Et du coup, Bao, ça a été une gifle d'amour hyper puissante, qui vient tout bouleverser et qui en est effrayante, tellement on aime ce bébé. Hein. Je sais pas toi comment ça s'est passé, mais Moi, pour ma fille, j'ai cet amour inconditionnel, comme toi, ma fille est parfaite, etc., etc. Mais j'ai mis du temps. Après, moi, c'était un process très médicalisé sur la PMA, et donc et j'ai eu une grossesse très difficile, alitée très tôt pour ma fille. Enfin bref, ça a été compliqué. Tu vois, toi, tu disais la toxo pour Bao, ça a été ta target. ouais. Moi, j'avais la target du CMV parce que mon mari a attrapé le CMV pendant que j'étais enceinte Ok. de Rose. Donc il a attrapé toxo, CMV et mononucléose en même temps. Il avait les 3 marqueurs positifs. Donc après un parcours PMA, 4 mois et demi de grossesse, des contractions H24, un col ouvert à 4 mois et demi, on avait l'épée de Damoclès. Donc quand je suis Ok. allée à la maternité, si tu veux, pour accoucher, j'étais en mode machine. J'ai 7 Ouais. enfants, il faut qu'ils naissent et dans les meilleures conditions possibles. Et donc en fait, quand elle est née, j'ai pas ressenti tout de suite cette vague d'amour où tu vois où tu lâches, t'as des émotions, etc. J'étais en mode bon, elle est là, est-ce qu'elle va bien? Et en fait, c'est après la sortie de la maternité où j'ai investi ma fille en fait et j'ai appris à la découvrir et cet amour et cet attachement il s'est construit au fil des jours où la crainte disparaissait. Mais aujourd'hui, c'est clair que cet amour, il est inconditionnel et t'as envie de tout tester. Enfin, un peu comme toi, j'ai testé le portage, l'allaitement, j'ai bossé, parce que je suis entrepreneur, donc j'ai bossé pendant mon congé mat, j'ai bossé euh, dès la naissance de ma fille, mais voilà, c'est un sujet aussi qu'on va aborder. Comment est-ce que tu gères un peu la maternité, le job, enfin tout, quoi. Et ouais, et pour le deuxième, je me pose la question, tu vois. Comment est-ce que toi tu as vécu l'arrivée de Summer? Eh ben, comme toi, l'arrivée de ta fille, ça a été Summer, c'est très drôle. Alors déjà, il y a un accouchement qui est très étrange pour Summer. J'accouche de Summer en 5 contractions. Pas mal. Voilà, c'est tout. En fait, je ne vis pas. C'est très bizarre parce que Summer, autant Bao, l'accouchement, on est déclenché. On a toute la matinée, journée avec James, on fait des blagues, on chante des chansons. Enfin, il y avait tout un rituel ou quelque chose qui s'est créé autour de l'accouchement, au milieu des contractions, etc. Autant Summer, c'est arrivé, on n'a pas trop compris. Summer arrive très vite. Heureusement, on est à la maternité parce qu'on avait prévu le coup, mais j'accouche vraiment à l'entrée de la maternité, sur le sol de la maternité. Et dans la panique, parce que autant moi, quand je sens, parce que moi on me dit, la sage-femme ferme la porte et me dit vous n'êtes pas en travail. Hein. Elle ferme la porte et je crois 7-8 minutes après, j'avais mon bébé au sol. Donc ça s'est passé très vite et du coup, ça se passe aussi dans le feu de l'action parce que moi autant quand elle ferme la porte, je ressens la première contraction et je m'accroupis et je suis en train de mettre au monde mon enfant, on est au niveau des poussées direct. Mais en fait, il y a James qui active une espèce de sonnerie, voilà. L'auxiliaire qui rentre et qui comprend que j'accouche, lui demande de ressonner. Donc en fait, on a une espèce d'alarme pendant mon accouchement. Hein. On a toutes les lumières allumées.
Et on se retrouve avec des sages-femmes qui arrivent en courant dans la pièce. Une se jette à genoux. Elles ont pas de gants et hurlent, on n'a pas de gants, on n'a pas de gants. Et moi, j'accouche de mon bébé c'est une envie impossible à retenir. Hein. Le bébé, il sort quoi. Et donc c'est la panique. C'est la panique autour de moi. Et donc quand ce bébé arrive, j'ai pas couché. C'est arrivé trop vite. Donc on me pose un petit bébé tout mou, tout rose là sur moi. Et moi je me dis il faut que j'accouche parce que je viens pas d'accoucher. Je suis choquée de ça. Non, j'ai pas accouché. Donc là le vrai accouchement va arriver. Donc elles me disent il va falloir sortir le placenta. Et je suis paniquée, je me dis que là, mon vrai accouchement va commencer. Donc, je refile le bébé à James, qui le prend direct en peau à peau, et qui d'ailleurs envoie une photo à ma mère qui fait « Ah, super, la photo montage, c'est pas possible, elle a pas pu accoucher aussi vite. » Mais c'est vraiment une vraie photo. Et donc, je suis sonnée par cet accouchement, je sors le placenta, etc. Mais on revient en chambre quelques heures après, et je me souviendrai toute ma vie de cette phrase où je tire ce bébé qui est tout mignon, machin et tout, mais je me tourne vers James et j'ai dit « C'est très bizarre ce que je vais te dire, mais mon bébé, c'est Bao. Ce petit machin là, voilà. S'il y a le feu, moi je sauve Bao. » Et j'ai dit c'est horrible de dire ça, mais c'est vrai qu'à choisir, je sais pas pourquoi je me dis il va falloir choisir. Je me dis je sauve ma Bao, ma Bao. J'ai accouché en fait, moi j'aurais pu laisser le bébé à la mater et rentrer aller câliner ma petite Bao que j'avais laissée avec ma maman à la maison. Ce petit bébé, il est là, oui on est content, mais il se passe pas, il y a pas un truc de ouf comme pour Bao. Et ça va mettre des jours et ça se révèle vraiment quand on est à la maison et que Bao est là. Elle vient nous lier, elle vient tricoter cet attachement entre nous et c'est magnifique et c'est hyper puissant quand on est à la maison. Mais alors à la mater, je fais mon petit job de maman. Hein. Je regarde ce petit machin mignon hein, pour qui j'ai des sentiments, je l'aime, mais c'est pas oufissime quoi. Ça se construit sur des jours et puis après ça explose après plus tard. C'est génial. Et alors, du coup, comment s'est passée l'arrivée de ce deuxième bébé avec Bao? Justement, tu dis quel est un peu le lien, le lien de tout ça? Ça s'est bien passé. Alors, pareil, on est dans une période de pandémie mondiale, avec un affolement tout autour de nous. Mais on vit ça plutôt cool. Et au départ, j'ai presque fait les choses de manière très militaire. Tant de minutes par jour, tu vas t'occuper de Bao, après tu t'occupes du bébé, après tu machin, et parce que je travaille comme toi, j'ai pas de congé maternité. Je crois que 20 minutes avant d'accoucher, je poste sur les réseaux sociaux parce que je suis aussi créatrice de contenu, donc je poste sur les réseaux sociaux parce qu'il faut poster sur les réseaux sociaux pour être dans l'algorithme. Et le lendemain matin, je poste à nouveau sur les réseaux sociaux et je continue à travailler. Donc il n'y a pas du tout de congé mater, même pas 24 heures. Et donc je continue à travailler et c'est très étrange, mais les choses se font. Et avec ce truc très militaire, et ma sage-femme vient, j'ai une sage-femme formidable qui vient structurer tout ça et qui a été vraiment aussi un rayon de soleil avec ma doula pendant la grossesse et qui me dit, Marie, lâchez. Votre corps, il va pas tenir à ce rythme-là. Faites-vous confiance, faites confiance à vos bébés. Donc en parlant de Bao et de Summer. Et effectivement, en lâchant complètement l'affaire, Bao s'adapte. Si je suis au lit, parce que le premier mois, moi, j'ai fait en sorte d'être au maximum allongée pour récupérer le maximum d'énergie parce que je travaille. Donc, Bao, elle vient faire des puzzles, elle vient faire des trucs avec moi, on lit des histoires. Et en fait, quelque chose se crée de manière très naturelle, mais en lâchant l'affaire, quoi. Voilà. Faut faire confiance à ses bébés. En fait. Je pense que c'est ça, la solution, c'est de leur faire confiance. Autant nous, j'ai l'impression des fois qu'on sait pas trop, mais alors eux, ils savent. Et ils trouvent un équilibre très, très facilement. Donc, il y a un équilibre qui se fait. Et c'est assez impressionnant à voir. J'aurais pas misé un copé dessus. Hein. Moi, j'ai pensé que ça allait être la crise et très compliqué. Et non, en fait, les bébés s'ajustent et s'adaptent et ça se passe plutôt cool. Hein. C'est vrai parce que, tu vois, quand t'attends en deuxième, on te dit, ah, le premier va être jaloux, ah, ça va être compliqué, ah, si, ah là. Et en fait, c'est encore des jugements que tu reçois avant même d'avoir vécu Ouais. la chose. Et c'est vrai que ton conseil de se dire, faites confiance à vos bébés, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner. Parce que de toute façon, Je pense que c'est de en manière... fait, la vague de changement que tu te prends toi en tant qu'adulte, ton enfant la prend aussi.
Sauf que lui s'adapte plus Ouais. vite que toi et donc du coup, c'est vrai que, Ah ouais. enfin, j'imagine en tout cas que ma fille s'adaptera plus vite que nous à ce changement et donc, ouais, il faut lui faire confiance parce que de toute façon, c'est des pâtes à modeler. Il s'adapte à tout C'est ça. C'est exactement et puis de ça. toute façon, on n'a pas le choix. Donc, Il donc y a voilà. pas le choix et en fait, l'enfant a une adaptabilité qui est incroyable et de laquelle il faut enfin, moi, je suis hyper admirative de cette capacité à s'adapter à toute situation, pas forcément paniquer. Du moment où on les accompagne, on verbalise, on leur laisse des fenêtres où ils peuvent, s'exprimer, dire qu'ils sont pas contents, dire que, je sais plus à quel moment ma fille m'a dit: «Bon, bah, on peut la ramener à la maternité maintenant?» Bon, ben voilà, on sait qu'on va s'en prendre un ou deux comme ça et on va pouvoir accompagner, mais du moment où ils peuvent le verbaliser, c'est déjà pas mal. Et mais j'ai trouvé quand même ouais, une grande richesse pour s'adapter à cette nouvelle situation, qui est aussi beaucoup source de joie dans la maison, même si ça secoue pas mal, quoi. C'est quand même très bienveillant tout ça. Voilà. Qu'est-ce que tu as apporté? Bon, on l'a un peu vu dans la discussion qu'on a eue ensemble, mais est-ce que tu pourrais nous dire ce que la maternité t'a apporté personnellement? En résumé. Alors en résumé, c'est terrible d'un côté ce que je vais dire mais c'est vrai. Ça a été le début de ma toute nouvelle vie et une vie où je savoure tout. Je savoure chaque instant, chaque, rayon de soleil, chaque goutte de pluie, chaque rire, chaque bobo, chaque galère, chaque angoisse. Je savoure tout parce que finalement c'est la vie. Que ça soit triste, dramatique et beau, c'est la vie. Donc j'apprends, ma maternité m'a appris à savourer, chaque instant de ma vie comme un cadeau. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Marie, pour l'avenir? Mais de continuer dans cet état d'esprit-là, de savourer chaque instant de la vie. C'est génial. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous partager ton mantra? Alors mon mantra de maman, qui m'aide à survivre au quotidien face à mes enfants qui sont des enfants et qui vivent au maximum, leur vie, c'est quand on est dans des périodes compliquées et ça c'est une maman qui me l'avait écrit en message privé un jour, c'était son mantra, c'est de regarder son enfant qui potentiellement est en crise ou en train d'exploser ou d'être compliqué pour nous, c'est de se dire: «Elle fait de son mieux». Parce que les enfants font en permanence de leur mieux avec leur petit cerveau qui se construit mais qui est complètement, pas fini et c'est aussi vraiment se dire ça, c'est ils font de leur mieux, en permanence. Donc ça m'aide au quotidien à relativiser que mon enfance est franchement pas simple à gérer, quoi. Donc Bah, voilà. écoute, c'est génial. Merci, Marie, pour tous tes messages, pour t'être confiée comme ça à moi. Et puis, j'en ai fait un peu pareil aussi. Mais c'est ça la magie aussi de ton compte, ton compte Instagram et de ce que tu véhicules au quotidien. On se sent, en suivant ton compte, en tout cas, t'as l'impression de suivre une copine qui te partage les bons moments, les mauvais moments, et puis qui fait ça sans artifice. Et donc c'est génial. Et j'espère que pour tous ceux qui nous écoutent, ça vous aidera à avancer, en tout cas à écrire vos propres règles du jeu. Et voilà. Merci en tout cas de ce moment d'échange avec toi qui était très riche pour moi, donc un grand merci. Merci Marie, on se retrouve très bientôt. Au revoir. Merci mille fois d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à suivre Marie sur son compte Instagram pour découvrir son quotidien et pourquoi pas apprendre vous aussi à signer. Si vous avez la moindre question ou remarque ou si vous voulez nous soumettre de nouveaux sujets de podcast, n'hésitez pas à nous contacter directement sur nos réseaux sociaux. Nous serons très heureuses de pouvoir échanger avec vous. Merci de nous avoir écoutés. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour écrire et changer les règles du jeu. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter et à le partager. À très bientôt!